Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 245 Hernandez versus Pereira et récap l'UFC Fight Night 244 Royval versus Taira. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et liker la vidéo si le contenu vous plaît. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Tous les tickets gagnants des pronostics sont sur les réseaux sociaux uniquement, Facebook, Instagram et TikTok, vous retrouverez les liens dans la description de la chaîne. Les amis, si jamais vous ne connaissez pas la chaîne Momo MMA, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Il traite l'actualité, il envoie plusieurs vidéos dans la semaine, de 15 à 20 minutes en général, et c'est vraiment très intéressant. Donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner à sa chaîne. Alors pour l'UFC Fight Night 244, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. On avait en premier Daniel Rodriguez contre Alex Morono. Je vous avais conseillé de choisir Alex Morono, je pensais qu'il... Un peu plus frais peut-être que Rodriguez, il pourrait faire la différence. Ça a été quand même une belle guerre, remportée donc par Daniel Rodriguez par split decision. Comme je l'avais un peu prévu, il a un striking plus complet que Morono. Morono c'est surtout une boxe avec des crochets larges, des gros overhand. Morono par contre a beaucoup plus touché à la tête. Je pensais qu'il avait fait le taf pour remporter le combat, mais ils ont donné la victoire donc à Daniel Rodriguez par split decision. Donc échec pour le premier pronostic. On retrouve ensuite en deuxième combat Grant Dawson contre Rafa Garcia catégorie lightweight. Je vous avais conseillé de choisir Grant Dawson dans un combat de grappleur. Ça a fini en chaos technique, mais bon, Grant Dawson il a emmené assez rapidement Rafa Garcia au sol. Et il l'a noyé sous une pluie de coups, il a envoyé beaucoup de frappes, beaucoup de volume. Et ça a été trop pour Garcia à un moment donné, et il se défendait plus, l'arbitre a stoppé le combat. Donc je vous avais conseillé de choisir Grant Dawson, on en est donc à 1 sur 2 pour les pronostics. On retrouvait ensuite en troisième combat, c'était en middleweight, parce que c'était un catchweight il me semble, Shidin Njokuani contre Jared Godden. C'était un combat de remplacement des deux autres combats annulés. J'avais mis le pronostic en commentaire épinglé dans la vidéo. Je vous avais conseillé donc de choisir Shidin Njokuani. Et à part dans les 30 premières secondes, Jared Godden, il n'a pas fait grand chose. Il a tenté au début d'emmener au sol Njokuani, mais il a vite su se relever. Et ensuite Godden il s'est retrouvé contre la cage pendant plusieurs minutes. Il a subi aussi le striking. Ça a été compliqué, il n'a rien proposé, donc il a perdu le combat par décision unanime, assez logiquement. On en est donc à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouvait ensuite en co-main event catégorie middleweight, c'était Brad Tavares contre Park Jun-Young. Je vous avais conseillé de choisir le coréen. Je trouvais qu'il avait un striking plus complet que Tavares, en tout cas une boxe plus dangereuse, et je voyais bien le coréen remporter ce combat par décision. C'est ce qui s'est passé, ça a été un split decision, par contre c'était un peu abusé. Je trouve quand même que Park avait fait le taf. Tavares il est solide, il a défendu mais il a pris quand même beaucoup de coups. Il a subi ensuite un takedown dans le troisième round et il n'a pas su se relever. Donc victoire de Park par split decision. On en est donc à 3 sur 4 pour les pronostics. Et on retrouvait en main event un combat très difficile à pronostiquer. Brandon Royval, numéro 1 de la catégorie flyweight contre Tatsuro Taira, un jeune combattant invaincu, un jeune prodige de 24 ans. Et je vous avais conseillé de choisir l'américain, Brandon Royval, qui n'était pas du tout favori. Je trouve que les pronostiqueurs n'avaient pas respecté sa cote, elle était à 2,70, on l'a même retrouvée à plus de 3, à presque 3,30 il me semble, le soir du combat. Beaucoup voyaient Taira remporter le combat, c'est normal. C'est un jeune prodige, mais j'avais quand même des doutes moi sur le fait des combats au plus haut niveau et surtout des combats en 5 rounds. Royval, on sait qu'il est très fort dans le round 4 et 5. Il sortait d'un combat de championnat perdu et d'une revanche contre Moreno, les deux en 5 rounds. Je me disais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Alors ça n'a pas été un combat simple, Royval il a remporté le premier round grâce à son striking et à sa défense de takedown. Il s'est montré le plus dangereux, le plus agressif. C'est lui qui a le plus touché. Dans le deuxième round, Taira il l'a emmené au sol très rapidement et il lui a chopé le dos. Il l'a gardé pendant tout le round comme ça, sans réussir à soumettre ou faire spécialement de dégâts, mettre beaucoup de volume de frappe non plus. C'est parce que Brandon Royval défendait vraiment très bien. Ensuite, troisième round, Royval a repris l'ascendant avec son striking, il a même failli finir le japonais. Une ou deux fois il s'est retrouvé au sol à subir des frappes sans trop bouger. Heureusement il se relevait assez vite, mais à un moment donné j'ai même cru que l'arbitre était à deux doigts d'arrêter. Et il a réussi à emmener le combat au sol dans la fin du troisième round, Taira, mais c'était pas assez, il avait clairement perdu le troisième round. Ensuite quatrième round, il a réussi à nouveau à emmener Royval au sol et à le dominer encore en lui prenant le dos avec une fermeture en triangle. Où Royval à nouveau a très bien défendu, mais il est quand même pas passé loin de l'étranglement à un moment donné, mais il a bien défendu, ce qui fait que on en était à 2 rounds chacun avant le dernier round. Et dans le cinquième round, Brandon Royval s'est montré le plus dangereux avec son striking. Il a même réussi à emmener le japonais au sol, à défendre un takedown et remporter la victoire donc par split decision. J'espère que vous m'aviez suivi là-dessus les amis, vous aviez écouté mon conseil. Je vous avais dit que c'était quand même risqué, mais je sentais que l'américain pouvait faire la différence grâce à son expérience.
C'est ce qui s'est passé, première défaite pour le jeune prodige qui était invaincu. Et Royval enchaîne une deuxième belle victoire, une très très belle victoire, ça a été un Fight of the Night. Donc on termine les pronostics à 4 sur 5, dommage pour Morono, pour le split decision qui n'est pas passé, c'était pas loin. On aurait pu faire un ticket complet, mais j'ai quand même rentré de très beaux combinés, un combiné des 4. Ça faisait une cote à 9 que j'ai partagé sur les réseaux. Et deux combinés de 3 avec une cote à 6 et une cote à 7, donc c'était vraiment de très très bons résultats. L'UFC Fight Night 245 Hernandez versus Pereira se tiendra le 19 octobre dans la nuit du samedi au dimanche et on retrouve 5 combats sur la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie Featherweight, Darren Elkins contre Daniel Pineda. Elkins, il est américain. Sur les 28 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 6 soumissions et 13 décisions. Sur les 11 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 6 fois par décision. Il est sur une victoire lors de son dernier combat, par soumission au 3e round contre TJ Brown. Il est donc opposé à Daniel Pineda. Daniel Pineda, il est américain, il a 39 ans, 28 victoires pour 16 défaites. Sur les 28 victoires, 9 victoires par KO technique, 19 par soumission et aucune décision, que des finishes. Sur ses 16 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, 6 fois par soumission et 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision contre Nathaniel Wood. Alors on va aller regarder les cotes. On retrouve favori Daniel Pineda avec une cote à 1,73 et une cote à 2 tourons pour Darren Elkins. C'est très très serré et sur le papier je trouve que effectivement c'est serré. Elkins, donc il a déjà 40 ans, c'est un combat de vétéran, 39 pour Pineda. Elkins, il a quand même un mental de guerrier. Il est sur une victoire sur son dernier combat contre TJ Brown qu'il a réussi à soumettre donc au 3e round. Et il avait quand même eu de belles guerres. Il s'était pris quand même un KO technique contre Cub Swanson, c'était en 2021 je me souviens, où il avait pris quand même le bouillon en striking. Mais ça reste quand même un assez bon lutteur, il est capable d'emmener son adversaire au sol et de le tabasser et d'aller chercher la victoire avec un finish. Sa boxe, son striking est assez moyen, sa boxe il n'a pas beaucoup à proposer, il est assez prudent, mais c'est pas non plus celui qui va faire des guerres non plus, mais il a quand même un bon punch. Donc Daniel Pineda, lui, donc comme je le disais juste avant, c'est un vétéran lui aussi, il a 39 ans. Et ils ont beaucoup de victoires et de défaites à leur palmarès, les deux. Pineda, par contre, il n'y a pas de décision, c'est toujours du finish. C'est un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il est assez puissant, il a de très bons low kicks, mais sa boxe, elle est moyenne. Il a perdu lui également aussi, c'était contre Cub Swanson en 2020, où il s'était pris un gros KO au 2e round. Depuis, il avait eu une victoire en 2023 par soumission, mais sinon il est sur 2 défaites. Il s'est fait dominer par Alex Caceres en juin 2023 en striking et il avait perdu également contre Nathaniel Wood par décision. Donc sur le dos, il cherche quand même la soumission s'il se retrouve au sol. Vu qu'Elkins c'est un bon lutteur, il pourrait essayer de l'emmener au sol. Et Pineda sur le dos pourrait chercher des soumissions, c'est une possibilité, mais il pourrait aussi prendre pas mal de frappes. Et en striking, je donnerais quand même l'avantage de puissance donc à Pineda. Elkins en boxe, même s'il a du bon punch, Pineda il a quand même un bon gauche-droite aussi et il a de très bons low kicks comme je le disais juste avant. Donc le striking, je pense que je donnerais quand même l'avantage à Pineda si ça reste debout. Je pense qu'Elkins il pourrait chercher à essayer de l'emmener au sol. Et ça paraît quand même assez difficile de voir une victoire par soumission de Pineda contre Elkins. Je pense qu'il a l'expérience pour ne pas se faire soumettre et pour essayer de faire du dégât avec ses frappes. Donc ça reste quand même pas simple, les cotes sont quand même très serrées. Et je me dis, vu que Pineda il est quand même sur une série de 2 défaites, sa dernière victoire elle remonte au mois de mars l'année dernière. Avant ça, il avait eu aussi sa défaite contre Cub Swanson et un no contest aussi contre André Fili. Il a affronté des adversaires assez solides dans sa carrière. Et les deux, de toute façon, ils sont sur leur dernier run. Et je me dis qu'Elkins, il a quand même une carte à jouer aussi. Il est sur une victoire, il doit être en confiance. Il a gagné l'année dernière, il s'est reposé, ça fait 1 an. Je me dis que Pineda, même si debout, effectivement, je lui donne l'avantage. Si ça part au sol, je pense qu'Elkins, il pourrait essayer de tirer son épingle du jeu. Donc je pense que la cote à 2, elle est sympathique à tenter. Donc je vous conseille de choisir Darren Elkins, les amis, cote à 2. C'est peut-être pas le choix le moins risqué, restez prudent. Parce que comme vous voyez, les cotes sont très serrées, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que la cote à 2, elle est sympathique. Donc je vous conseille de choisir l'américain Darren Elkins, les amis. On retrouve en 2e combat, catégorie Bantamweight, Brady Easton contre Jack Hadley.
Eastand, il est américain, il a 25 ans, 8 victoires pour 2 défaites. Sur les 8 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 3 soumissions et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO technique et une fois par décision. Il est sur une victoire par soumission contre Garrett Armfield lors de son dernier combat. Il est donc opposé à Jack Hadley. Jack Hadley, il est anglais, il a 28 ans, 11 victoires pour 3 défaites. Sur les 11 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 5 soumissions et 3 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Il est sur une victoire lui également contre Caolan Loughran par décision unanime, c'était au mois de juillet 2024. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori Brad Eastand avec une cote à 1,61 et une cote à 2,20 pour Jack Hadley. Alors sur le papier, Jack Hadley, l'anglais, son dernier combat, je disais, c'était une victoire par décision contre Caolan Loughran. C'est un adversaire de Taylor Lapillus qui avait affronté le français, je me rappelle, c'était l'année dernière. Et avant ça, il était sur 2 défaites où il avait perdu par décision contre Charles Johnson et contre Cody Durden. C'était au mois d'août l'année dernière. L'anglais, il a un jeu quand même assez propre, une boxe un striking assez propre, je trouve assez prudent. Il a une bonne défense de takedown également, on l'avait vu contre Caolan Loughran justement. Et il avait tourné pendant pratiquement tout le combat en essayant d'éviter la boxe parce que Loughran lui marchait pratiquement dessus, il essayait vraiment de casser la distance et l'anglais il avait su faire ça pendant 3 rounds vraiment assez proprement et donc il avait aussi quelques low kicks aussi, il envoie quelques low kicks et il a un jeu, on va dire une boxe assez variée, mais je trouve que son adversaire Brad Eastand, il a quand même un striking un petit peu plus complet, même s'il a une boxe assez moyenne. C'est un adversaire debout qui a pas peur. On l'a déjà vu faire la guerre. C'était dans son combat contre c'était Dana, c'était un Bacterel Dana, c'est ça. Il avait fait une guerre et il avait su trouver le KO technique au 3e round. Il est donc sur une victoire ensuite contre Garrett Armfield, j'ai dit tout à l'heure par soumission au 3e round également. Il est sur 2 belles victoires d'affilée. Avant ça, il avait battu Fernie Garcia par décision. Et faut remonter au mois d'août 2021 où il avait perdu par split decision contre Ricky Turcios. Et il a de bons takedowns également, Eastand. Je pense que je suis pas certain qu'il arrive à emmener Jack Hadley au sol dans le premier round, mais en insistant peut-être dans le deuxième, vu qu'il a des takedowns plutôt corrects. Même si Jack Hadley il a une bonne résistance, une bonne défense, je pense qu'il pourrait se retrouver sur le dos à un moment donné. Et je donnerais quand même l'avantage en grappling à Eastand. Faudrait mieux pas que l'anglais se retrouve sur le dos, sinon ça pourrait devenir vite compliqué pour lui. Pour ce qui est du striking, je donne quand même légèrement peut-être l'avantage à Hadley sur la boxe, s'il est prudent. Et Brad Eastand, même s'il a un jeu un petit peu plus varié, il a plus de kicks, il envoie des high kicks, des low kicks, des middle. Hadley lui se contente plutôt de low kicks et il va être plus petit aussi, il aura plus de problèmes avec la longe, je pense, de Eastand. C'est des combattants qui sont pas vraiment habitués à chercher non plus le centre de l'octogone forcément. Je pense que c'est Eastand qui va mettre la pression en premier. Et je le vois bien essayer d'aller chercher le sol contre l'anglais. Donc je pense plutôt une victoire de l'américain. Il est favori donc avec une cote à 1,61 et je le vois bien remporter ce combat peut-être par décision. Il pourrait y avoir un finish par soumission, mais comme je l'ai dit, l'anglais il a une bonne défense de takedown, donc il pourrait tenir jusqu'à la décision vu que c'est un 3 rounds. Donc je vous conseille de choisir l'américain, les amis. Brad Eastand, je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en 3e combat, catégorie flyweight, Charles Johnson contre Sue Muraji. Charles Johnson, il est américain, il a 33 ans, 16 victoires pour 6 défaites. Sur les 16 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 3 par soumission et 6 par décision. Sur les 6 défaites, il a perdu 6 fois par décision. Il est sur une victoire contre Joshua Van, c'était par KO au 3e round au mois de juillet 2024. Il est donc pour adversaire face à Sue Muraji. Muraji, il est chinois, il a 28 ans, 16 victoires pour 6 défaites. Sur les 16 victoires, 13 finishes par KO technique, une seule par soumission et 2 décisions. Pour les 6 défaites, il a perdu 6 fois par soumission. Son dernier combat, c'est donc une défaite par soumission contre Tim Elliott au 1er round. On va aller regarder les cotes. On retrouve favori l'américain, Charles Johnson, avec une cote à 1,42 et une cote à 2,63 pour le chinois. Ça reste un combat de striker. Je donne l'avantage à l'américain. Je le trouve c'est un striker assez solide. Il a de très bons kicks. Il a plus de puissance que son adversaire, je pense. Il a un jeu assez agressif, Charles Johnson. Il envoie beaucoup de volume. On va dire que ses défauts, ce serait peut-être la défense contre la lutte. Il a pourtant une défense de takedown assez correcte, mais c'est pas un très bon lutteur. Alors il aura pas trop de problèmes sur ce combat-là, puisque comme je l'ai dit, ça va être un duel de striker.
Son adversaire, Sou, effectivement, c'est un bon striker aussi. Il a des très bons 1-2, il a une boxe en ligne assez correcte, très propre. Il a aussi des bons kicks. Par contre, il encaisse moyen. Je me souviens d'un combat contre Matt Schnell où c'était une guerre. C'était son deuxième combat en arrière. C'était au mois de juillet 2022. Il avait perdu par KO technique. Non, c'était par soumission contre Matt Schnell même. Mais ça avait été une guerre où il avait envoyé Matt Schnell au moins 5 fois au tapis dans le premier round. Et au final, dans le deuxième round, il n'avait pas su le finir. Il avait commencé à se faire toucher aussi. Il s'était pris une série de frappes au sol avant de se faire soumettre. Donc son menton, je le trouve moyen. Je pense que Charles Johnson, il encaisse mieux. Pour ce qui est, si ça se retrouve au sol également, si Johnson il réussit à emmener le chinois au sol, je pense qu'il a un meilleur grappling aussi. S'il se retrouve avec l'américain sur le dos, avec l'américain sur lui, sur le dos, je veux dire sous, ça va être compliqué pour se relever. Il pourrait prendre du dégât, des frappes. En tout cas, si c'est dans le premier round, ça pourrait aller, mais si le combat il prend un peu en durée, ça va devenir compliqué. Mais de toute façon, je pense que ça n'ira au sol que s'il y a un knockdown. Je pense que les deux vont vraiment striker pratiquement tout le combat. Je l'ai dit, attention quand même Charles Johnson, il faudra qu'il fasse attention parce que le chinois il a aussi une très bonne boxe. Donc il faudra qu'il soit prudent, mais je donne quand même l'avantage à l'américain, ne serait-ce que pour le volume et la puissance. Donc il est favori dans ce combat. Une cote à 1,42, c'est pas mal pour des combinés. Et la cote à 2,63 du chinois, elle est intéressante, mais non, je ne pense pas, je le vois pas remporter ce combat. On va sûrement avoir un finish. Il a perdu sur ses deux derniers combats par soumission, effectivement, mais cette fois-ci, il pourrait prendre un KO ou un KO technique. Donc je vois une victoire de Charles Johnson, peut-être par finish, c'est pas certain. Ça pourrait être une décision, mais je penche plus pour le finish quand même. Donc je vous conseille de choisir Charles Johnson, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en co-main event catégorie Bantamweight Rob Font contre Kyler Phillips. Rob Font, c'est un Américain, il a 37 ans, 20 victoires pour 8 défaites. Sur les 20 victoires, 9 finishes par KO technique, 4 soumissions et 7 décisions. Pour les 8 défaites, il a perdu une fois par soumission et 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision contre l'ancien champion flyweight Davidson Figueiredo. Il est donc opposé à Kyler Phillips. Kyler Phillips, il est américain également. Il a 29 ans, beaucoup plus jeune. Il a 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, 5 finishes par KO technique, 2 soumissions et 5 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu seulement 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Pedro Munoz. C'était au mois de mars 2024. On va aller regarder les cotes. On retrouve gros favori Kyler Phillips avec une toute petite cote à 1,19 et une énorme cote à 4,25 pour Rob Font. Alors c'est vraiment un combat de vétéran contre jeune prospect. Rob Font, il a l'expérience, pour lui, il a un très bon jab, de très bons déplacements. Son défaut, ça pourrait être plutôt la lutte, se faire emmener au sol, se retrouver sur le dos. Il a un grappling plutôt correct, mais voilà, contre les lutteurs, c'est compliqué. C'est ce qui a joué beaucoup sur ses dernières défaites pour Rob Font. Après, il a affronté quand même l'élite de la catégorie. Je l'ai dit tout à l'heure, il a perdu contre l'ancien champion flyweight. Avant ça, il avait perdu contre Cory Sandhagen par soumission. Donc, vous voyez, rien que les noms. On remonte plus en arrière, en 2022 et 2021, il perdait contre Marlon Vera et contre José Aldo. Avant ça, il avait battu l'ancien champion, Cody Garbrandt, qu'il avait dominé en 2021, et Marlon Moraes avant ça. Et une autre défaite, non, ça je l'avais dit, contre Cory Sandhagen. Il avait une belle victoire par KO technique au mois d'avril 2023 contre Adrian Yanez au premier round. Donc il est sur 2 défaites contre un top contender, Sandhagen, et un ancien champion qui est sur une très bonne lancée, Figueiredo. Donc Rob Font, même s'il est sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats, voilà, faut regarder face à qui. Effectivement, c'est pas contre des no-name, c'est contre des très gros adversaires. Kyler Phillips, pour l'instant, il n'a pas affronté des adversaires avec des noms aussi prestigieux. Effectivement, on a quand même une belle victoire contre Song Yadong en 2021. Et son dernier combat, donc Pedro Munoz, Pedro Munoz, c'est un gros nom effectivement de la catégorie. Il avait eu une défaite en 2021, Kyler Phillips, contre Paiva. Rolian Paiva, un adversaire qui s'était fait exploser ensuite par Sean O'Malley. Mais ça avait été une belle guerre contre Paiva. Je pense que si Rob Font a regardé la dernière défaite de Kyler Phillips, il pourrait trouver des choses à tirer de ce combat, parce que Paiva, il a une bonne boxe en ligne aussi. C'est ce qui pourrait poser des problèmes à Kyler Phillips, parce que les bons jabs, j'en parlais juste avant, il a un très bon jab, un très très bon jab, effectivement, Rob Font. Et il a des bons déplacements. Alors Kyler Phillips, c'est un combattant qui est très agressif, c'est un très bon striker, il a des très bons kicks, il a un jeu très varié, il a une bonne boxe.
Il a un très bon retrait du bus par exemple, il est très rapide, il est explosif. Il cherche souvent le KO, il cherche le finish, il a vraiment un instinct de tueur. Par contre, sur sa défaite, ce qu'il avait joué contre Paiva, ça avait été le cardio dans le 3e round. Il s'était beaucoup jeté à chercher le finish. Il se jette beaucoup en avant avec ses larges crochets et ça lui avait joué des tours dans le 3e round parce qu'il n'avait pas réussi à finir Paiva. Il n'était pas passé loin dans le 1er round, mais il n'avait pas réussi à finir son adversaire. Il a donc renoué depuis cette défaite en 2021, Phillips, avec 3 belles victoires d'affilée. Une par soumission et 2 décisions. Donc comme je le dis, je pense qu'il a dû bosser ça pour ne pas peut-être jeter toutes ses forces dans la bataille, mais pourtant c'est quand même un combattant qui a un instinct, voilà, comme je le disais juste avant, un instinct de tueur, et on l'a vu même contre Pedro Munoz dans le 1er round, il envoie quand même du lourd. Donc vu que là c'est Rob Font en 3 rounds, c'est vraiment un combat contre un vétéran. Faudra pas qu'il se jette trop dans le 1er round non plus, je pense. Faudra qu'il fasse attention au jab et au déplacement de Font. Mais normalement, il devrait avoir l'avantage parce qu'il est beaucoup plus rapide que son adversaire, il est beaucoup plus jeune. Rob Font, c'est un vétéran effectivement, mais bon, voilà, dans une catégorie de poids très léger comme ça, il a déjà 37 ans. Et à un moment donné, je pense que ça va commencer à devenir compliqué dans le 2e ou dans le 3e round. Donc il a quand même une carte à jouer, Rob Font. Je pense que les cotes, il y a quand même un énorme écart, ils n'ont pas vraiment respecté l'ancien. La cote de Kyler Phillips, de toute façon, elle est trop basse pour tenter quoi que ce soit. Vous pouvez le mettre dans des combinés, mais voilà, ça sert à rien de prendre des risques puisque je pense que Rob Font a quand même une carte à jouer. Mais je vois Kyler Phillips remporter ce combat. Donc je vous conseille de choisir Kyler Phillips, les amis, mais de garder voilà, juste ça pour un combiné des 5 combats. La cote à 1,19 est beaucoup trop basse. Et on retrouve en main event, catégorie middleweight, Anthony Hernandez contre Michel Pereira. Un combat qui me hype vraiment. Anthony Hernandez, il est américain, il a 30 ans, 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, 2 finishes par KO technique, 8 soumissions et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO technique et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission contre le solide Roman Kopylov, c'était au mois de février 2024. Il est donc opposé au dangereux Michel Pereira. Il est brésilien, Michel Pereira, il a 31 ans, 31 victoires pour 11 défaites. Sur les 31 victoires, on a 11 finishes par KO technique, 9 soumissions et 11 décisions. Pour ces 11 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 8 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission extrêmement rapide en 54 secondes contre Orpoteria, c'était au mois de mai 2024. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori Anthony Hernandez avec une cote à 1,72 et une cote à 2 tourons pour le Brésilien Michel Pereira. C'est très très serré et je m'attendais à voir Pereira favori, mais les pronostiqueurs ne s'y trompent pas. Je vois que beaucoup de gens ont choisi Michel Pereira, mais attention à Anthony Hernandez, l'américain, il a un très bon grappling. C'est un combattant avec un bon fight IQ, je trouve. Il a un striking, c'est pas le meilleur striker, mais il s'est amélioré au fil des combats. Et sa dernière défaite, ça remonte à mai 2020, c'était contre Kevin Holland. Il s'était pris un KO technique en à peine 39 secondes. Depuis, il a enchaîné 5 victoires d'affilée, dont la dernière, j'ai dit tout à l'heure, contre le dangereux Roman Kopylov, qui est un très bon striker, Kopylov. Il avait réussi à annihiler son striking et à l'emmener au sol et à le soumettre au 2e round. Il avait battu avant ça Edmen Shabazian, Marc-André Barrios, Josh Fremd, voilà, avec beaucoup de finish. Donc son striking s'améliore et il a un très très bon grappling, il a des bons takedowns, il colle contre la cage, il cherche l'amener au sol. C'est un poison Anthony Hernandez là-dessus et moi il m'impressionne à chaque combat. Il est donc opposé au Brésilien Michel Pereira qui lui aussi est également très dangereux. Et effectivement très spectaculaire sur tous ses combats, à chaque fois il fait des trucs assez dingues. On se rappelle de son premier combat, effectivement, où il avait fait un KO avec un coup de genou sauté, c'était vraiment impressionnant en moins de 2 minutes. Et après, il avait fait un peu trop le show en 2019 contre Tristan Connelly, il avait perdu par décision. Il avait fait trop le con dans le premier, il s'était fatigué, il s'était cramé. Et il avait perdu ensuite, c'était une disqualification contre Diego Sanchez. Et depuis, il a enchaîné les victoires, il est sur 8 victoires d'affilée. Par contre, comparé à Anthony Hernandez, moins d'adversaires de qualité. Quand même, bien sûr, il n'a pas non plus affronté des plombiers. On retrouve une victoire par split decision contre Santiago Ponzinibbio en 2022. Il a battu André Petroski, c'était par KO technique en à peine 1 minute au mois d'octobre 2023. Et il a enchaîné les combats là en 2024. Un au mois de mars contre Michal Olek, c'était par soumission en à peine 1 minute. Du coup, à peine 2 mois après, début mai, il était revenu avec une victoire également encore par soumission en moins d'1 minute, cette fois-ci contre Orpoteria à l'UFC 301. C'était un combat de remplacement, il me semble. Donc Michel Pereira est très explosif dès le début. Il a un striking où il fait des choses que personne d'autre ne fait. Je pense qu'Anthony Hernandez, faudra qu'il soit prudent sur les premiers échanges. Je pense il le sait.
Faudra qu'il fasse attention parce que le striking de Pereira est tellement créatif qu'il peut sortir un coup, voilà, et qu'on peut pas venir voir et ne pas le bloquer correctement. Donc attention dans la première minute. Je pense qu'Anthony Hernandez, il sait qu'il est sûrement meilleur que Pereira en grappling. Il devra essayer sûrement de le coller contre la cage assez rapidement, essayer d'aller au contact. Michel Pereira, je pense qu'il va continuer à essayer de faire le show, mais il sait que son adversaire cette fois-ci est très dangereux. Je pense qu'il va moins faire le show que lors de ses 2 derniers combats. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être que la folie va prendre le dessus, c'est possible, on sait jamais avec lui. Et je pense que ses armes, effectivement, à Michel Pereira, c'est la surprise, c'est le striking. Il faudrait qu'il garde le combat debout, le Brésilien, s'il veut remporter ce combat. Il faudrait mieux pas que ça parte au sol. S'il se retrouve sur le dos, je pense qu'il a quand même un bon JJB, il peut réussir à se défendre. Il a quand même 9 victoires par soumission, hein. C'est pas n'importe quoi. Même si effectivement à l'UFC il est plus connu pour ses victoires par KO technique. Il est quand même capable d'aller chercher une soumission, mais bon, en grappling, je pense qu'Anthony Hernandez est bien meilleur. Et je le vois dominer les débats si jamais le combat donc il part au sol. Donc Pereira, lui, ses armes, ce serait de garder le combat debout, vraiment, d'essayer dans le premier round d'envoyer effectivement des coups sortis de nulle part et essayer de surprendre Anthony Hernandez, mais c'est aussi un combat en 5 rounds, c'est un main event, faut pas l'oublier. Et le cardio de Pereira lui avait déjà fait défaut par le passé, même si ça remonte effectivement à il y a 5 ans, c'était en 2019. C'est pareil pour la défaite de Anthony Hernandez, elle remonte en 2020. Ils sont sur une très belle série tous les deux, ça va nous vraiment donner un super main event et je suis vraiment très hypé par ce combat. Donc attention, il faut rester prudent sur ce combat là les amis parce que tout pourrait se passer. On pourrait avoir un finish très rapide de Michel Pereira, comme on pourrait avoir une domination de Anthony Hernandez grâce à son sol et son grappling qui est nettement supérieur je pense. Donc moi je pense quand même qu'Anthony Hernandez peut faire la différence. On l'a vu contre Kopylov lors de son dernier combat. Kopylov c'est un excellent striker aussi. Il n'a pas su trouver la solution. Anthony Hernandez il a progressé au fil des combats et au fil des années. Et je pense que Pereira, faudra qu'il soit prudent non plus à pas faire n'importe quoi, ne pas se faire attraper le dos par exemple en faisant un coup de pierre tourné ou un truc complètement fou. Anthony Hernandez il est vicelard et je pense que la moindre occasion il va sauter dessus. Donc je vois quand même Anthony Hernandez remporter ce combat. Je pense qu'on va avoir un finish. Après, ça pourrait peut-être aller jusqu'au 4e, 5e round et finir par décision aussi, mais parce qu'il défend bien Pereira, mais franchement, au vu de leur dernier combat, je pense qu'on va avoir un finish. Et je vois un finish sûrement par soumission ou par KO technique pour Anthony Hernandez. Sûrement dans le 4e round, peut-être 3e, 4e round. En tout cas, je penche pas pour une décision sur ce combat-là, les amis. Je vous conseille quand même de rester très prudent. Les cotes sont très serrées, mais celle à 1,72 d'Anthony Hernandez est plutôt pas mal. Donc je vous conseille de choisir l'américain, Anthony Hernandez, les amis. Mais je vous conseille surtout de rester prudent sur ce combat-là parce que c'est quand même très 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 serré. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons et que comme d'habitude, il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Puisque effectivement, il y en a eu cette semaine, on avait 2 combats qui avaient sauté. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où on analysera l'UFC 308, Topuria versus Holloway. Le champion Featherweight contre le champion BMF, banger sur la carte. On aura en combat en co-main event catégorie middleweight Robert Whittaker contre Chimaev. On aura Leron Murphy contre Danny Jeux, Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic, c'est que du lourd. Et Sharapoutin aussi Magomedov contre Armen Petrosyan. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis. C'est dangereux et risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien sûr interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.